Bienvenue sur le podcast Propulsez votre équipe avec votre hôte, Chloé Caron, présidente et fondatrice d'O2 Coaching. À travers cette série, Chloé et ses invités vous partageront leurs histoires de leadership, leurs défis, leurs réussites et leurs apprentissages. Les conversations mettront en évidence des conseils pratiques pour les leaders d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à mon podcast Propulsez votre équipe. Cette semaine, un invité tout spécial parce que dans le contexte de la pandémie, vous vous doutez que Fabien Paquette, qui est chef des vaccins chez Pfizer Canada, en a eu pour son argent dans la dernière année et demie. Et je dis Fabien, mais je veux parler en fait de toute son équipe de chez Pfizer. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'on s'est entretenu, Fabien et moi. Comment, dans un contexte de crise, la façon dont on opère, comment moi je le mentionne dans mon livre, à titre de One Team, elle peut impacter notre capacité, dans ce cas-ci, à livrer des millions de doses pour les Canadiens et Canadiennes dans un contexte de crise vraiment importante, évidemment la pandémie COVID-19. Vous allez vouloir absolument prendre un crayon, un papier, une façon de prendre des notes parce que Fabien nous partage plusieurs trucs que lui a mis en place avec son équipe pour opérer justement à un niveau One Team. Et rapide définition de ce que moi je définis comme One Team, c'est quand une équipe fonctionne parfaitement en harmonie. Et quand je dis harmonie, ça veut pas dire pas de conflit, ça veut dire en harmonie de mouvement avec une espèce de fluidité, d'efficacité, avec tous les morceaux qui doivent interagir ensemble, arrivent à le faire de façon harmonieuse. Encore une fois, ça ne veut pas dire sans conflit, pas qu'il y en ait eu particulièrement dans le cas de Pfizer, mais je tiens à le dire parce que pour moi, et c'est ce que je mentionne dans mon livre, pour moi, la capacité d'amener les conflits, les différends, les opinions qui sont divergentes et d'être capable de mettre ça sur la table, d'en parler comme équipe et à travers ça, d'avancer, pour moi, ça, c'est le test ultime d'une équipe qui opère comme une One Team. Vous allez voir, Fabien nous partage plusieurs autres perles sur la façon dont ils ont fonctionné. Et je vous laisse écouter. On se retrouve tout de suite après. Tu sais, je veux dire, le contexte, parce qu'au moment où on enregistre ça, je veux dire, c'est 1 an après la pandémie, la planète est en train d'être vaccinée. Toi, tu es le chef des vaccins de Pfizer au Canada, puis là, tu as un impact non seulement sur une population entière, mais je veux dire mondiale, alors qu'on en a, je veux dire, tout le monde attend ça. Là. Je veux dire, il n'y a pas plus grand impact là, dans le monde en ce moment-là. Non, effectivement. Tu sais, c'est un immense travail d'équipe, puis tu sais, ça fait quand même un bout de temps qu'on est sur ce dossier-là, et il y a des moments qui sont toujours un petit peu plus difficiles, mais ce que je fais souvent avec l'équipe maintenant, c'est de faire les pauses, comme je te disais la dernière fois. Faire une pause pour apprécier le moment présent et se dire, regardez, là, qu'est-ce qu'on vient d'accomplir comme équipe. Prenez le temps de le vivre parce que c'est quand même une réalisation importante. Puis une fierté, il faut qu'il y ait la fierté qui aille avec l'effort qui est fourni, hein, parce que des efforts... Ça prend ça parce que, écoute, les gens, là, ça travaille, c'est incroyable l'effort qui est mis, la complexité, les enjeux, en fait, quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, qu'on est obligé de faire maintenant, des approches complètement différentes, redéfinir des processus. Écoute, juste l'envoi des vaccins, ça a été dans un monde qui était tout à fait imaginaire, là. Il n'y a rien comme ça qui existait avant, il y a 1 an, et puis là, on en voit qui se passe super bien, malgré la complexité de la chose. Oh, puis c'est ça que tu me disais la dernière fois aussi. Tu me disais, ça a été l'épreuve qui a permis de déterminer ou de tester par soi-même notre capacité à s'adapter puis à être super innovant, ouais, puis à dire, je suis prêt à vivre dans le gris puis à tester des choses. Puis il y en a que c'est plus facile, puis il y en a pour qui c'est moins facile. Oui, effectivement. C'est ça qui a fait je pense pour plusieurs individus qui ont contribué à l'équipe, un genre de aha moment, de voir à quel point c'était stimulant pour eux, alors que pour d'autres, ils se sont aperçus que c'était peut-être pas l'élément qui était le plus confortable. Et puis là, ça leur demandait de se poser un peu des questions de développement, de dire, là, si je suis pas aussi confortable que je pensais dans des situations comme celle-là, qu'est-ce que je dois faire pour me rendre plus confortable, puis continuer de plonger là-dedans. Alors, ça permet d'avoir une réflexion sur toi comme individu dans une contribution individuelle. Puis les leaders, parce que j'ai plusieurs leaders qui travaillent avec moi dans ça, eux, leur contribution comme collectivité aussi.
Comme collectivité, j'aimerais ça qu'on élabore là-dessus parce qu'un des concepts dans le livre que j'aborde, c'est l'aspect du one team. Puis quand je me préparais à notre discussion, je me disais, et monsieur, madame, il n'y a pas meilleur contexte pour tester le one teamness, là, si je peux me permettre l'expression, de notre équipe. Puis pas juste ton équipe qui est sous ta gouverne, si tu veux, mais l'équipe cross-functional, là, l'équipe matricielle. C'est quoi, toi, ta définition de one team? Quand est-ce que tu sais là, qu'on opère au niveau d'un one team? Écoute, c'est pas évident parce que, comme tu disais dans ton livre, c'est comme il y a un moment où tu sais que tu l'as comme matin, et puis là, c'est pas évident de te rendre là, mais quand tu es là, faut que tu restes là. Et puis, quand tu veux rester là, ben là, faut que tu te dises qu'est-ce que je dois faire pour maintenir ça. Et c'est un moment, c'est plein d'éléments en soi, là. Puis c'est drôle que tu me parles de ça parce que je me souviens très bien dans mon année à quel moment j'ai dit, OK, là, on fonctionne comme un vrai one team. C'est fascinant de voir ça. Puis, c'est très fragile. Ça prend pas grand-chose, surtout dans l'environnement dans lequel on est. Bang, il arrive un pépin au niveau de la livraison. Ça vient chambarder les choses. Puis, c'est toujours l'espèce de combinaison entre ce que tu dois accomplir, donc les deliverables, puis comment tu vas le faire. Et cet élément-là, des fois, c'est une balance qui est pas toujours facile, mais c'est un point où, d'ailleurs, j'avais fait une pause avec l'équipe à ce moment-là en disant, regardez qu'est-ce qui vient de se passer, là. Puis c'était, en fait, un élément de cohésion qu'on voyait apparaître, là, qui était vraiment, là, solide. Et les gens faisaient confiance aux autres. C'est parfait. Je peux pas être là. Tu prends la relève là-dessus. Oui. Tu parles à mon client. Il n'y a pas de problème. Il y avait une espèce de sentiment de confiance, de collaboration, de bien-être d'équipe. Tu sais, souvent, les gens, il n'y a pas encore un autre meeting. Moi, j'ai souvent entendu l'inverse. Je suis content qu'on soit en meeting parce que je me sens bien. Wow! Wow! C'est important, ça. Et peu d'équipes, je pense, peuvent dire ça vraiment, honnêtement. Moi, je le sais, j'en accompagne beaucoup d'équipes, là, puis il y a toujours un élément qui met un doute ou qui crée un inconfort. Puis tu l'as dit toi-même, c'est fragile, cette espèce d'équilibre-là, puis ce flow-là qu'on arrive à créer en équipe. Puis il faut que tu sois conscient que ça va varier aussi. Puis il y a des moments où ça va redescendre un peu. Tu sais, c'est évolutif, hein. Et puis l'important, c'est que tu saches que ça peut arriver, puis que tu sois capable de développer des réflexes d'observation, puis de dire, OK, là, je suis peut-être dans une autre phase. Comment je peux faire pour ramener l'équipe sur un one team concept? C'est quoi tes trucs, toi? Tu dis d'observation. Quand je t'écoutais, j'entendais presque des antennes, ou je t'imaginais presque avec des antennes, tu sais, pour sentir ce qui se passe. C'est quoi tes trucs ou tes indicateurs qui te font dire, ah, ouais, là, on est peut-être en train de perdre un petit peu ce one team-là? Ouais, ben c'est certain qu'il a fallu développer des nouveaux outils dans le contexte du virtuel. Donc, porter une attention plus particulière au body language qu'il peut y avoir dans les réunions, dans la façon que les gens prennent action sur les suivis qui sont faits. Et puis, d'essayer de trouver le plus possible une approche dynamique dans tout ça, ce qui n'est pas toujours évident, là. Mais tu vois, je fais par exemple là, des meetings beaucoup plus courts pour s'assurer qu'il y a un certain rythme qui est maintenu. Parce que ça peut venir jouer. Quand il y a une certaine monotonie, si c'est trop long, si c'est trop répétitif, ou si les gens regardent l'agenda et finalement ça prend 2h30, 3 heures avant que le sujet qui les intéresse soit à l'agenda. Nous, on a le principe de dire c'est correct de pas participer puis de le dire que tu seras pas présent à un meeting si tu n'amènes pas une contribution particulière. Alors, c'est ce qu'on appelle en anglais le fit for purpose. Et puis, il y a des gens qui regardent l'agenda et qui me disent, OK, parfait, le meeting est de 1 à 2h30. Bon, ben moi, je vais être là de 2 à 2h30 parce que le reste, c'est pas nécessairement prioritaire pour moi. Puis, ma contribution va être moindre. Je dis pas que c'est fréquent, mais on le permet. Donc, les gens se sentent pas coupables s'il y a un conflit d'horaire majeur puis qu'ils me disent, ben là, écoute, je peux pas être là. Puis, on s'ajuste aussi, là, tu sais, en fonction de l'agenda qui est mis en place. Et ce point-là, Fabien, il me semble important. Là, je veux comme mettre un peu de lumière sur ce que tu viens de dire parce que j'entends tellement les leaders en ce moment me dire j'ai des meetings back à back
j'y arrive pas, là. Tu sais, j'arrive pas à produire, à réfléchir, à prendre du recul, puis à opérer au niveau de ce que moi j'appelle la contribution stratégique unique, là, tu sais, d'être à ton plus haut niveau. Fait que ce que tu amènes, je trouve ça fabuleux parce que c'est comme si on peut se donner une norme d'équipe où on se dit c'est correct d'être là où tu amènes le plus de contributions puis de pas être là si tu en amènes pas autant. Tout à fait. Tout à fait, puis ça fait partie des normes d'équipe qu'on a définies, là, le Be Here Now, le Fit for Purpose. L'autre chose, c'est que on vient juste de sortir d'une session où on a convenu d'instaurer du focus time dans nos agendas de façon systématique. Donc moi, c'est pas compliqué. Ici, à la fin de l'année, j'ai des blocs de 2 heures dans ma semaine qui sont focus time. Puis mon équipe sait que essayez pas de me booker un meeting, c'est pour faire soit du travail, des suivis, réfléchir stratégiquement sur ce qui doit être fait. Et on fait une compilation à la fin de la semaine. Est-ce que ça a été respecté, dans quel pourcentage? Et puis on regarde ça. Et au début, les gens l'avaient comme fait pour le mois, tu sais. Et puis là, après ça commençait à être plus difficile parce que là, les agendas se remplissaient. Ben, j'ai dit aux gens, si vous le faites juste si c'est juste une mesure temporaire sur un mois, vous verrez pas l'effet. Alors là, on a convenu que tout le monde puisse se garder du temps. Puis il y en a pour qui c'est 6 heures par semaine. Il y en a pour qui c'est 8 heures par semaine. Il y en a qui ont dit, ben moi, 4 heures, c'est pas si mal. Il y en a qui ont dit, moi, c'est une dizaine d'heures. Ça dépend du rôle que tu as, ça dépend de ce que tu as besoin de faire. Le plus important, nous, parce qu'au début, on a débattu, est-ce qu'on se fixe un barème? Puis, on est arrivé à la conclusion que ça dépend de ton rôle, ça dépend de ce que tu as à faire, ça dépend des mandats. Toutes les gens qui travaillent sur le vaccin contre la COVID actuellement, ils ont peut-être un peu moins de temps parce qu'on est plus dans le feu de l'action. Mais ceux qui travaillent sur la planification de notre prochain produit, ben, ils ont peut-être un peu plus de temps. Fait qu'on s'ajuste. Mais la règle, c'est de dire, à moins qu'il arrive une urgence nationale, on se boucle pas de meeting dans ces moments-là. Et puis, même si on sait que tu serais disponible parce que on a à peu près des plages d'horaires qui se ressemblent, ben à moins que ça soit une urgence, on laisse les gens tranquilles. Et à date, c'est pas pire. À date, les gens suivent la règle. Fabuleux. Mais ça, c'est fabuleux parce que la vraie richesse vient de là, de cette réflexion-là que tu es capable d'avoir puis que tu n'es pas toujours être en mode réactif. Exact. Ça, c'est quelque chose que, comme équipe, puis en fait, comme organisation, là, c'est pas juste l'équipe des vaccins, c'est l'ensemble de Pfizer. On a décidé de regarder ça de près parce qu'on constatait qu'effectivement, veut pas, au départ, quand il y a eu la pandémie, puis les gens ont commencé à travailler de la maison, puis tout le processus de work from home avec le virtuel, il y avait un attrait de nouveauté puis d'adaptabilité qui était là, mais là, les gens s'apercevaient que pour n'importe quelle discussion qui pouvait prendre 5 minutes dans un corridor avant, ben là, il fallait que tu bookes minimum une demi-heure dans un agenda de quelqu'un pour pouvoir trouver le même temps. Enfin, on s'est dit, ben, il faut qu'on fasse les choses différemment parce que c'était le festival du meeting back-to-back et puis ça amenait pas la valeur ajoutée que tu devrais avoir quand tu as ces meetings-là. Surtout qu'il y en a que tu t'aperçois que tu n'es même plus là. La personne n'est pas là, elle est physiquement là, mais elle n'est plus là. Non, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Il y a une limite à ça. Je suis vraiment curieuse de t'entendre sur ce que moi j'appelle l'empowering, là, tu sais, quand j'ai écrit mon livre puis qui s'appelle Empowering Your Team, la vision du succès que j'ai, c'est les gens qui peuvent prendre les bonnes décisions au bon niveau, au bon moment, puis donc de responsabiliser au maximum nos équipes. Je suis vraiment curieuse de t'entendre là-dessus. Je sais que tu as une perspective précise et claire. Ouais. Je te dirais que dans ce contexte-là, la responsabilité d'équipe, moi, je la trouve fondamentale dans le contexte où il faut que les gens aient un but commun, il faut que les gens comprennent que on fait un effort collectif qui est bien défini. Des fois, c'est plus difficile que d'autres, mais évidemment, si je prends l'exemple du vaccin contre la COVID, c'était très, très clair. On ramenait notre équipe multifonctionnelle en disant on travaille dans un contexte très précis de mettre fin à une pandémie. Le mandat est clair et le but était très, 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 très bien compris par tout le monde. Alors, dans ce contexte-là, c'est plus facile de dire, on a un but, puis tout le monde va contribuer à sa façon, dépendamment de leur responsabilité, de leur rôle, mais chacun mettait un effort, sachant qu'il contribuait à ça.
amener le vaccin de Pfizer-BioNTech au Canada pour s'assurer qu'il puisse être déployé. Ça demande une quinzaine, une vingtaine de personnes qui ont des rôles différents pour y arriver juste au Canada. Alors, dans cet esprit-là, il faut que chacun comprenne c'est quoi son carré de sable et que son mandat était super important parce que si cette portion-là n'était pas faite, ben l'autre n'était pas là. Donc, si la personne qui s'occupe d'approvisionnement, par exemple, s'assure que les vaccins soient là, il faut qu'ils soient livrés à temps, il faut qu'ils soient livrés aux bons endroits, il faut qu'ils soient livrés aux bonnes personnes. Les gens qui les reçoivent, il faut qu'ils aient été formés. Donc, c'est un autre groupe de collègues qui s'occupent de tout ça. Donc, il y avait cet effet de synergie-là, puis c'est pour ça que dans nos réunions multifonctionnelles qu'on mettait en place, c'était toujours l'élément qu'on mettait à l'avant-plan. Est-ce qu'on a atteint ce qu'on avait visé? Puis on faisait des objectifs qui étaient souvent beaucoup plus court terme. Des fois, c'était de s'assurer que la livraison fonctionnait bien dans les 2 prochaines semaines. On a eu une période un petit peu plus difficile, alors le focus était sur ça. Alors qu'il y avait d'autres personnes qui s'occupaient de préparer la planification pour les 2 prochains mois, 3 prochains mois. Donc, c'est certain que il faut que tu ramènes les gens à quelque chose qui les stimule. Et quand tu as un but comme celui-là, de savoir que tu contribues à mettre fin à une pandémie, ça permet d'être vraiment plus engagé. Mais c'est pas toujours aussi bien défini que ça. Alors, il faut que tu te poses la question, puis il faut que tu demandes à l'équipe qu'est-ce qu'ils veulent accomplir, comment ils voient ça. Fait que là, ce que tu es en train de dire, c'est que ta job était facilitée un peu par le contexte en termes de vision, puis d'aspiration, puis de purpose. Qu'est-ce qui arrive ou comment on fait quand, justement, le contexte n'est pas aussi précis, clair? Tu sais, je veux dire, là, c'était sans équivoque, là, tout le monde aurait pu le décrire avec les mêmes mots, là, la vision, mais qu'est-ce qu'on fait quand la CSU d'équipe n'est pas aussi claire et inspirante? La première chose, c'est de poser la question aux gens, qu'est-ce qu'ils ont en tête, qu'est-ce qu'ils voient, puis juste de faire l'exercice, de s'assurer que tout le monde est bien aligné, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Parce que c'est quand même assez fréquent que les gens vont pas nécessairement bien saisir leur rôle, leur contribution et surtout l'impact sur les autres et comment, en mettant tout ça ensemble, là, tu arrives arrive à un portrait qui est plus global. Fait que ça, il faut que tu t'assures que c'est en place. Et puis, tu participes avec les gens, tu leur permets d'amener leur propre perspective dans ça, comment eux voient ça, comment eux voient leur contribution, comment que les choses évoluent dans le temps aussi. Et puis, c'est vraiment là, dans un échange qu'il faut qu'il soit ouvert et qu'il soit bien compris par tous. Souvent, ce qu'on peut voir, c'est un alignement qui est pas là. Et puis c'est là qu'il faut que tu t'assures que tu ramènes les gens. Où les gens mettent pas autant d'emphase ou d'importance sur certains éléments par rapport à d'autres. Et tu veux que tout le monde soit ramené au même degré de compréhension que ça, là, c'est vraiment ce qui nous distingue, ce qui va faire une différence pour nous. C'est ça la vraie priorité. Fait que là, une fois que tu as la vision claire, dans votre cas, c'était sans équivoque, comme on disait. Là, comment on fait pour responsabiliser au maximum? Parce que je vois souvent chez les leaders, puis pas que dans le pharma, là, dans plein d'industries qui sont des leaders avec une certaine expertise par la force des choses, qui peuvent avoir tendance à vouloir contribuer avec leur expertise en prenant la place de quelqu'un dans l'équipe. Comment on fait pour laisser aller cette expertise-là ou comment toi tu te proposes de Ouais, fonctionner? ça c'est probablement un des défis les plus challengeants pour un leader. En tout cas, un leader qui est un peu comme moi, là, qui est axé sur les résultats, qui veut s'assurer que les choses se passent correctement, qui veut avoir une équipe engagée, mais aussi qui est capable de livrer la marchandise. Alors, il faut que tu t'assures que, comme individu, tu te poses la question. Les drivers, comme on dit, là, les types de personnalités qui sont un peu plus drivers, doivent comprendre quelle est la personnalité des membres de l'équipe et de comprendre quels sont leurs styles et de s'ajuster en conséquence. Et il y en a pour qui ça prend un peu plus de temps. Il y en a des gens dans mon équipe, par exemple, qui sont plus analytiques. Alors, je vais leur donner l'occasion de réfléchir un peu plus, de leur permettre de voir avec leur propre style, la façon de faire. Et il faut que moi, je me conditionne à dire, c'est correct d'attendre un petit peu et puis de laisser cette personne-là. Il faut que le leader ait cette humilité-là.
Et ça prend du temps. En tout cas, moi, je pense que c'est avec l'expérience et la maturité. Il y en a qui l'ont peut-être plus vite que d'autres. Moi, ça m'a pris un peu plus de temps. Je dirais d'avoir cette humilité-là pour permettre aux gens de pouvoir s'épanouir. Parce que c'est toujours le même défi, hein. C'est, tu veux permettre aux gens de s'épanouir, mais s'il y a quand même une attente de résultat qui est là. Et quand les choses sont connues et comprises, ben c'est parfait. Et c'est une question de s'adapter à la situation, puis de s'adapter au contexte, s'adapter à l'individu. Puis parfois, on est même, et souvent, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est ton expérience, mais surpris par les résultats, justement, quand les gens sont engagés. Des fois, c'est des mêmes meilleurs résultats que ce qu'on aurait pu anticiper, là. Ah ben c'est ce qui fait généralement la différence dans pas juste l'atteinte des résultats, la qualité des résultats, comment les résultats ont été finalisés, le degré d'innovation relié aux résultats. Tous ces éléments-là sont généralement clairement reliés au degré d'engagement et d'autonomie que la personne a. Maintenant, tu sais, souvent ces gens-là, il faut que tu t'assures qu'ils réalisent que leur contribution est pas toujours individuelle. Ça peut être une contribution collective aussi. Et il faut que tu t'assures que ces gens-là aient la capacité d'aller chercher l'input des différents collègues. Alors là, ton coaching devient différent à ce moment-là. Fabien, j'aurais envie de continuer des heures et des heures. Puis là, je vais te proposer qu'on se reparle dans quelques mois, si tu es OK avec ça, voir où on en est dans la pandémie, dans la livraison, la vaccination, puis ainsi de suite. Mais avant de se quitter, je vais te poser les 3 questions que je pose à tous mes leaders. En rafale, ça a été quoi ta plus grande difficulté dans ta carrière? Pas juste dans les derniers mois, dernières années, mais dans ta carrière. La plus grande difficulté, ben écoute, c'est une bonne question parce que c'est difficile de trouver un élément en particulier. Je pense que le défi auquel je te dirais je me pose continuellement comme leader, c'est plus comme ça que je vais le positionner, c'est de m'assurer de faire une différence avec les gens avec qui je travaille. De toujours faire en sorte que il y ait une composante qui est reliée au développement des gens et une composante qui est reliée à la réalisation des objectifs d'affaires, à la contribution de chacun, puis à l'atteinte des objectifs de la compagnie. Alors, c'est de toujours avoir cet élément-là, et puis il y a des moments où on pousse plus sur un, où on pousse plus sur l'autre, et c'est le principe de se mettre un petit post-it et de se rappeler que si on veut connaître du succès comme équipe, il faut que chaque individu sente qu'il contribue et qu'il fait une différence. Puis comment t'en es arrivé là? Tantôt, tu as parlé d'une certaine maturité. On gagne en cheveux blancs aussi. C'est quoi les outils que tu as utilisés, des lectures, des mentors ou des situations qui t'ont fait dire, ouais, non, vraiment, ça, c'est un élément important, l'aspect développement des gens. Ben effectivement, en fait, une combinaison de facteurs. À la base, c'est un élément que je trouvais important parce que je sais que c'est une source de motivation pour les gens, de savoir que les gens vont être supportés dans leur développement, c'est toujours un plus. Il y a des gens qui ont énormément de potentiel, alors c'est une satisfaction de les voir croître. Et je te dirais que plus on avance dans nos carrières, souvent c'est ce qui devient prédominant. De voir des gens qui se développent et puis qui progressent dans les organisations, qui vont chercher des nouvelles compétences, qui se démarquent. Ça, c'est très, très, très stimulant. En tout cas, moi, personnellement, je trouve ça très, très, très stimulant. Alors, dans ce contexte-là, je me dis, ben, quels sont les outils que moi j'ai besoin comme coach pour permettre à ces gens-là d'y arriver? Les outils que j'emploie, oui, j'ai des mentors, mais j'utilise aussi souvent la notion de mur de résonance que tu as sûrement déjà entendu puis que je suis sûr que tu connais très bien, qui est de dire aux gens, n'hésitez pas à me donner du feedback. Alors, moi, je leur donne du feedback pour leur développement et en retour, le deal, c'est que eux soient confortables de donner du feedback. Et je demande à différentes personnes. Donc, je peux avoir des gens dans mon équipe, mais je peux avoir des gens aussi qui sont des observateurs dans des réunions interfonctionnelles. Des gens à qui j'ai confiance, des gens, je sais qu'ils vont me dire leur juste. Pour moi, je prends beaucoup d'attention à ce qui va m'être dit. Et c'est toujours dans un contexte de développement. Et je pense que quand on fait ça, ça permet
de développer justement cette humilité-là et surtout d'avoir cette capacité-là de se dire, les gens nous voient avec cette perception-là. C'est peut-être pas l'impact que je voulais avoir, mais si c'est ça qu'ils ont reçu comme message, c'est important pour moi de le savoir. Alors, souvent, comme émetteur, on va penser le faire d'une certaine façon, mais la réceptivité de notre message n'est pas exactement la même qu'on pensait faire. Et si on valide pas ça à l'occasion, ça devient plus difficile de devenir un bon coach. Adapter son message pour qu'il résonne et qu'il soit reçu comme tu l'entends qu'il le soit, là. Fabien, merci tellement de ta générosité dans un temps occupé. Tu as pris du temps pour nous parler. Les auditeurs vont adorer t'entendre. Je te remercie vraiment beaucoup. Puis bon succès à nous tous collectivement. Puis merci pour ce que vous faites pour la santé de tous les Canadiens et de la population mondiale. Merci. C'est un plaisir, Chloé. Et puis à toi et à tous les auditeurs, n'oubliez pas d'aller vous faire vacciner. Absolument. Oui, on a hâte. Merci. C'est fou, hein? Ça fait des années que j'accompagne des équipes de gestion et à chaque fois que j'ai un exemple aussi criant de la force et de la puissance d'une équipe alignée, ça me donne des frissons. C'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est tellement beau avoir une équipe qui fonctionne comme une one team, qui a su, par la force du pourquoi, la force de la mission, s'aligner et livrer ce qu'elle avait à livrer. Pour moi, il n'y a pas vraiment de choses plus belles dans une organisation que de voir ça. Et un des éléments de cette réussite-là, là, pour passer d'une équipe qui travaille ensemble à vraiment une équipe qui est one team, un des éléments clés, c'est ce que moi j'appelle le contrat d'équipe, dans lequel vous allez vous définir en équipe des normes d'équipe. Donc, non seulement vous allez avoir ce que moi j'appelle votre CSU d'équipe, donc ce que vous devez livrer là, au niveau auquel vous devez jouer, mais vous allez avoir des objectifs SMART, des objectifs que vous allez pouvoir mesurer. Donc, vous allez avoir des mesures, des KPI, des Key Performance Indicators, et vous allez vous donner des normes. Dans le cas de Fabien, une de ces normes-là, c'était « ça nous prend du temps pour réfléchir ». Chacun d'entre nous devons nous mettre du temps de côté pour réfléchir, pas juste être en rencontre, mais aussi en train de réfléchir au futur puis de vraiment avoir une profondeur de réflexion. Ça, c'était une de leurs normes. D'autres normes que l'on voit souvent, puis je vous en propose là, dans mon livre, vers la fin du livre, autour de la page, j'ai pas mon livre à côté de moi, là, mais 148, 150, autour de ça, un exercice que je vous propose pour définir vos normes. Un autre type de norme, c'est nos communications, la fréquence, la qualité de nos communications en meeting. Quel genre d'agenda on veut se donner, quel genre de comportement on veut avoir en meeting, comme se dire les vraies choses, souligner les enjeux qu'on a pour pas que ces conversations-là aient lieu en dehors du meeting, dans des conversations parallèles, des conversations de couloir. Puis je dis pas qu'elles sont toutes inutiles, ces conversations de couloir-là, mais je dis juste souvent, on n'amène pas à la table les vrais enjeux, alors que les gens qui peuvent prendre des décisions, qui peuvent avoir les vraies discussions, sont là autour de la table. Donc ça fait partie d'un exemple de norme d'équipe qu'on peut se donner pour pouvoir opérer efficacement. Un autre exemple de norme d'équipe que je vous invite définitivement à voir, c'est qu'une fois que vous avez défini votre CSU d'équipe et que chacun des individus a défini sa CSU d'équipe, c'est de revisiter régulièrement en équipe la façon dont vous opérez en lien avec cette CSU-là. Est-ce que vraiment on a gardé le cap sur le bon niveau auquel on doit opérer? Est-ce qu'on a la discipline d'opérer au niveau auquel on s'était engagé d'opérer ou on s'est ramené dans les opérations? Donc, vraiment, je vous invite à établir vos normes. Puis je vous invite, deuxième chose vraiment importante que nous, on fait dans notre meeting d'équipe chez O2 Coaching tous les vendredis, c'est qu'on commence avec nos célébrations. On est tellement occupés, on est tellement habité par cette mission d'aider nos clients que parfois on accomplit des choses vraiment extraordinaires et on passe par-dessus si on n'a pas l'habitude de célébrer. Et si on s'est donné des objectifs SMART puis qu'on avait des mesures de succès, bien, c'est pour justement célébrer. C'est aussi pour s'adapter, s'ajuster aux besoins, mais c'est aussi pour célébrer.
Parce que sinon, pourquoi on fait ce qu'on fait si ce n'est pas pour avoir le plaisir au moins de livrer ce qu'on a à livrer? Donc, de commencer par la célébration, ça nous met dans une énergie aussi très créatrice, très positive et très visionnaire. Donc, ça, chez nous, ça fait partie de nos normes. On commence toujours par les célébrations. Donc, voici, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous en avez eu plein les oreilles et surtout plein votre cahier de notes parce que franchement, il y avait toute une série de perles là-dedans. Je vous invite, comme d'habitude, à rester inspiré et inspirant. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Propulsez votre équipe. Il est maintenant temps de passer à l'action. Rejoignez les leaders qui font déjà partie du mouvement Empower Your Team et visitez notre site web propulsezvotreéquipe.com pour en savoir plus sur comment vous engager dans le mouvement.